Très heureux de vous retrouver ici dans les studios d'Agora Manager Group sur un de ces 5 médias, en l'occurrence celui d'Anews Sécurité, pour une nouvelle émission Point de vue. Alors vous allez me dire en ce moment, les points de vue, il y en a beaucoup. Et puis alors, il y a des tas de gens qui ont des points de vue. Nous, ce qu'on va faire avec notre partenaire, le CRSI, le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, on va pouvoir travailler justement, vous allez le voir dans quelques instants, sur une thématique qui est assez importante, la souveraineté économique, la sécurité financière. Mais avant cela, avant de pouvoir rentrer plus en profondeur sur cette thématique, je vous propose d'accueillir quelqu'un qui, dans les années 90, a quelque peu bouleversé. Vous savez ce que l'on a maintenant, Benjamin, là, vous allez pouvoir le montrer, un des nombreux collaborateurs d'Agora Manager Group, plus de 50 d'ailleurs, ce téléphone-là, vous voyez. Bien, lui, il a créé The Phone House pour les anciens, vous allez vous en souvenir. Après, il y a eu Virgin Mobile. C'est quelqu'un qui, ensuite, a été aussi le président du MEDEF. Là, je crois que vous commencez à voir et savoir. De 2018 à 2023, il défend une vision moderne et engagée de l'économie. C'est un plaisir de recevoir Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux. Bonsoir. Bonsoir. The Phone House, c'était ça, c'était. Moi, c'était au siècle dernier, mais tout va bien. Oui, mais ça a été, à un moment donné, une capacité, on va y revenir sur ce côté aussi de souveraineté, notamment économique à ce moment-là. Juste, vous allez pouvoir le développer. Vous êtes aussi ici, au-delà de l'invitation faite par le CRSI et d'Agora Manager Group, parce que le président de la République vous a notamment confié une mission sur la sécurité des entreprises. Oui, quand j'ai quitté le MEDEF, le président a souhaité me confier une mission sur ce qu'on appelle la sécurité économique. C'est quoi? C'est les menaces d'ingérence étrangère sous forme d'espionnage, sous forme de cyberattaques, sous forme d'attaques réputationnelles organisées par des États étrangers. Alors ça peut paraître un peu James Bond, mais en réalité, le durcissement de la géopolitique se traduit au niveau des entreprises par un durcissement des menaces. Et donc j'ai effectivement fait ce rapport et je vais vous en parler dans quelques minutes. Il va pouvoir vous en parler, surtout à vous qui nous regardez. Il va pouvoir lui aussi nous accompagner. C'est le président fondateur du CRSI. D'ailleurs, très bon anniversaire pour le CRSI. C'est Maître Thibault de Montbrial. Bienvenue, Thibault. Bonsoir Jérôme, merci. C'est un plaisir de vous retrouver après ces vacances qui, j'espère, auront été reposantes pour tout le monde. La rentrée est un peu rude, puisque nous sommes le 10 septembre, je le dis pour les gens qui regarderont cette émission en différé. On s'est demandé si on allait maintenir, parce qu'on ne savait pas tellement ce qui allait se passer aujourd'hui dans Paris. Globalement, on peut dire que ça s'est plutôt pas si mal passé que ça. En tout cas, tout le monde est là. Je suis ravi de vous retrouver et je suis surtout absolument ravi que nous accueillions Geoffroy Roux de Bézieux, qui est quelqu'un d'important, dont l'engagement pour l'économie française est un engagement majeur. Merci, M. Roux de Bézieux, d'être avec nous ce soir. Et le thème d'aujourd'hui, à chaque fois qu'on se voit, Jérôme, on parle de questions de souveraineté. Alors, on a parlé de souveraineté On a fait la partie industrielle. On a fait la partie industrielle, on a fait l'énergie, on a fait l'agriculture. Et aujourd'hui, on va parler des entreprises. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde des affaires et qui, encore aujourd'hui, sous-estiment, voire parfois n'imaginent pas à quel point les enjeux business peuvent se retrouver dans l'axe de problématiques de sécurité. Alors évidemment, depuis quelques années, la question de l'ingérence étrangère est un petit peu entrée dans le débat public, mais trop peu de gens méconnaissent ce que ça veut dire concrètement. Oui. Ils considèrent qu'à part peut-être une petite cyberattaque de temps en temps qui va bloquer leur système interne, tout ça est très éloigné d'eux. Et les travaux, la mission que le président de la République a confiée à M. Roux de Bézieux, et dont il va nous parler ce soir, montre que ça n'est pas le cas. Je voudrais, juste pour contextualiser, et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, dire que l'ingérence étrangère, c'est beaucoup les Russes, pas seulement, il y a aussi les Chinois notamment, on va en parler, mais cette ingérence, elle augmente considérablement depuis quelques semaines. Et les sujets dont on va parler, même si vous avez dit que parfois ça fait un peu sujet à la James Bond, en réalité, ce sont des sujets qui sont de plus en plus actuels
Et donc c'était tout à fait... je ne vais pas vous dire que ça tombe bien avec cette rentrée, parce que ça tombe jamais bien, mais c'est important qu'on fasse un petit peu de l'éveil sur le sujet. Et pour finir ce propos introductif, je voudrais rappeler, au fur et à mesure de nos échanges, peut-être je développerai un peu, mais que ce soir on va se centrer sur la souveraineté, donc sur les agressions extérieures, mais qu'en réalité, avec l'affaissement de l'autorité de l'État depuis quelques années, il y a aussi des menaces mafieuses intérieures sur les entreprises. Et je voudrais en citer une, parce que beaucoup de gens l'ignorent, c'est qu'il y a des entreprises de logistique, et notamment des PME, voire des TPE, de transport routier, avec des boîtes qui ont 2, 3, 4 camions, qui se font racketter par des trafiquants de divers produits, mais notamment de stupéfiants, pour que leurs camions soient empruntés, entre guillemets. Pour servir pour les narcotrafiquants. Pour faire du narcotrafic. Et ça, c'est quelque chose qui se développe très vite depuis quelques mois, qui est très inquiétant. C'était juste un exemple pour dire que quand on est dans le business, quand on est dans le monde des affaires, on se croit parfois très éloigné des sujets inquiétants dont on entend parler dans les médias qui concernent la sécurité du pays. Et bien en fait, pas du tout. Mais c'est des exemples qui vont nous permettre justement d'avoir ce fameux point de vue. Je vous l'ai donné tout à l'heure, la thématique centrale. Il y en a 3 autres ensuite pour bien pouvoir aller un peu plus en profondeur. La première, ça sera le diagnostic entreprise et sécurité. Thibault a commencé à en parler dans un monde instable. La deuxième partie, ça sera les acteurs, Europe, État et entreprises face aux menaces. Puis on terminera avec les solutions, les recommandations. Messieurs, nous y allons parce que finalement c'est passionnant et ça va être passionné, j'en suis sûr. La première question, Geoffroy Roux-de-Bézieux, elle est pour vous. On a parlé de cette demande de rapport qui vous a été confiée. C'est quoi les constats principaux ? Alors, juste pour serrer le sujet, moi je ne me suis pas occupé d'abord de délinquance au sens strict du terme. Je ne me suis pas occupé de ce qu'a évoqué Thibault de Mondrian tout à l'heure, donc typiquement des rackets, les sujets de délinquance interne d'entreprise qui existent. Moi, vraiment, mon sujet, c'est l'ingérence des États étrangers sur les entreprises françaises. Alors, on peut se dire, c'est des sujets assez lointains, et finalement qu'on redémarrait avec l'invasion de l'Ukraine, les Russes, etc., ou l'élection de Trump. En fait, en réalité, non. Moi, quand j'ai été élu en 2018 au MEDEF, j'ai créé une commission sécurité économique et souveraineté. Alors, à l'époque, ça avait fait un peu hausser quelques sourcils, parce qu'on disait, c'est quoi ce truc ? C'est la marotte du nouveau président, mais ça, ça va lui passer. Malheureusement... je rappelle, vous avez été élu en 2018, voilà, c'est-à-dire en 2018. Donc on était encore en pleine mondialisation heureuse, si vous voulez. On avait encore ce sentiment que, en tout cas dans le camp occidental, les choses passent bien. La Chine n'était pas devenue ce qu'elle est devenue. En tout cas, elle était peut-être en gestation, mais on ne le voyait pas. Et je rappelle qu'en 2018, toutes les entreprises occidentales, y compris les françaises bien sûr, et américaines, se précipitaient chaque année au forum de Saint-Pétersbourg pour aller investir en Russie. Il faut. Et on a un peu oublié tout ça. Vous avez raison de le rappeler. Mais et en 2018, l'équipe de France de football est devenue championne du monde pour la deuxième Moscou, fois. Devant les yeux du président Macron et et de Poutine. Mais pourtant, tout était en germe. C'est-à-dire que ça n'a pas commencé en 2022. C'est ça que j'essaye de vous dire. Alors, il y a 6 grands types de menaces auxquelles sont confrontées les entreprises françaises. Et d'ailleurs, prises en tout cas du monde démocratique. La première, c'est les données. Je vais citer anonymement un membre des services de renseignement. Il y a 30 ans, quand vous vouliez récupérer les plans d'un avion, que ce soit en défensif ou en offensif, vous fracturiez une chambre d'hôtel. Aujourd'hui, vous mettez 10 hackers dans une pièce et vous récupérez, parce que tout est numérisé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est numérisé peut être récupéré. La seule chose que vous pouvez faire, il n'y a pas de protection, à partir du moment où vous numérisez les choses, la seule chose que vous pouvez faire, c'est papier-crayon. Je cite là aussi, de manière anonyme, un patron du CAC qui m'a dit moi, de temps en temps, dans mon conseil d'administration, je coupe Teams, je coupe la présentation PowerPoint, et ceux qui veulent prendre des notes le font sur papier-crayon. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est retarder, rendre plus difficile, rendre plus compliqué l'obtention des informations. Et il y a des outils numériques plus sécurisés d'autres, mais il y en a d'autres qui sont, pour l'essentiel américains, qui sont très facilement capables. Je rappelle qu'il existe ce qu'on appelle le Patriot Act, qui permet aux services de renseignement américains, s'ils considèrent que la sécurité des États-Unis est en jeu, c'est un concept qui est à géométrie variable, ils peuvent récupérer toutes les données. Donc, le numérique est la source, et de toute façon, on ne reviendra pas en arrière. J'ajoute un point important,
c'est le numérique au sein de l'entreprise, mais c'est aussi tous les prestataires de conseil. Aujourd'hui, les grandes entreprises... Là, vous parlez, juste pour qu'on précise bien, quand on parle de prestataires de conseil... Vous parlez, pardon de le dire, maître, des avocats, Ouais. des J'ai toujours banquiers, dit, de toute manière. des conseillers en stratégie, des experts comptables. Petite anecdote, depuis 3 ans, la Chine a interdit à toutes ces entreprises d'utiliser des experts comptables étrangers. Ah oui. Petit signal faible à prendre en compte. Étranger, c'est-à-dire que moi je pensais que vous alliez nous dire qu'ils allaient interdire tout ce qui allait être externe à l'entreprise, c'est-à-dire qu'il fallait que ça soit internalisé. Non, là c'est... En fait, une entreprise moderne, elle ne peut pas fonctionner seule, elle a besoin de conseils. D'accord, donc eux ils Simplement, ont... ce qui compte, c'est qui a accès à quoi et comment les données récupérées par ces conseils sont stockées. Et là aussi, on retombe un peu sur le monde anglo-saxon. Si vous travaillez avec des conseils, malheureusement, souvent, pas tous, évidemment, les données sont stockées en dehors du territoire national, donc accessibles. Donc ça, c'est la première famille de menaces. La deuxième famille de menaces, c'est les RH. Alors, on peut croire, les ressources humaines, on peut croire que l'espionnage à la papa, si j'ose dire, ça n'existe plus. Pas du tout. Disons qu'un grand pays situé à l'est du monde est extrêmement actif pour recruter, pour soudoyer. Il y a une histoire qui est connue, je peux la citer. Le CEA à Grenoble est un centre de recherche très important. Il y a quelques années, le bar qui était en face du CEA, où aller prendre un verre, un certain nombre de chercheurs, appartenait à un couple franco quelque chose qui, pendant très longtemps, s'est servi de ce lieu pour essayer de récupérer des informations. Mais autre exemple, sur LinkedIn, quand vous êtes jeune retraité de l'aéronautique, par exemple, vous venez de quitter une entreprise... vous recevez une offre pour partir 15 jours en congrès, pour partager vos connaissances, tout frais payé, etc. Donc, et c'est un vrai sujet, pardon, je finis juste, qui n'est pas simple à résoudre, parce que autant dans le monde de la défense, il existe un système d'habilitation, vous pouvez être habilité, secret défense, etc. Donc, quand vous voulez promouvoir quelqu'un sur un projet, vous pouvez vérifier, mais ça n'existe pas dans le monde civil. Vous n'avez pas le droit, en démocratie, c'est vrai en France, c'est vrai dans les pays démocratiques, de faire une enquête sur la vie privée de vos salariés. Et on comprend bien pourquoi, avec le risque de dérive qu'il pourrait y avoir. Donc nous, on a recommandé, moi j'ai recommandé que sur certains projets, dans certaines industries particulières, on puisse avoir l'équivalent d'une habilitation civile pour le militaire. Donc deuxième famille de menaces. Troisième famille de menaces, très médiatisée, mais il ne faut pas le surestimer, c'est l'investissement capitalistique. Donc le rachat, 99% des investissements étrangers faits en France sont là pour faire de l'argent. Et tant mieux. Et les investisseurs étrangers sont bienvenus quand ils viennent investir et créer d'emplois. Mais de temps en temps, on découvre certains fonds d'investissement, certaines entreprises étrangères, quand on creuse un peu qui est derrière, que y a pas que ça, et qu'on vient prendre de la technologie. Alors, France est assez bien équipée de ce point de vue-là. On a maintenant tout un dispositif de filtrage d'investissements étrangers, jamais à l'abri qui permet quand même de petit à petit, disons, réduire ce type de menaces. Quatrième menace, pour finir le panorama, beaucoup plus difficile à mesurer, c'est la menace réputationnelle. Il y a bien sûr des ONG, des activistes qui sont de bonne foi, dans un combat politique qui n'est pas le mien, mais qui attaquent des entreprises, j'allais dire, avec des arguments qu'on peut combattre, mais qui sont là dans un combat politique. Mais de temps en temps, on se rend compte, quand on traque le financement, quand on essaie de comprendre, que c'est un peu plus compliqué que ça. Un exemple très simple, la Coupe du Monde au Qatar, vous vous souvenez, une entreprise française a été attaquée pour les conditions de travail sur les chantiers au Qatar. Et quand vous regardez bien, au même moment, vous aviez des tas d'entreprises turques, chinoises, qui faisaient probablement bien pire que cette entreprise française, et que cette ONG paraît des vertus du bon sauveur, en fait, à laisser tranquille. Donc, alors, c'est très difficile à prouver, on peut se demander pourquoi, mais c'est le cas. La cinquième menace est plus géostratégique, c'est le sujet des approvisionnements. On se souvient pendant le Covid des tensions sur les approvisionnements.
On a fait... Sur les aspects logistiques si vous voulez, supply chain. c'est pas tellement la logistique. La logistique, on trouvera toujours quelqu'un pour nous transporter. C'est si un moment Taïwan ferme, est-ce qu'on a un autre fournisseur de semi-conducteurs si le titane, pour prendre cet exemple-là, le titane, il vient essentiellement de Russie, donc on a des dépendances et on n'a pas complètement tiré les leçons du Covid sur un certain nombre de filières industrielles où on est encore... Ça, c'est ce que vous avez pu voir lors de votre l'émission de Oui, ce rapport alors, au final. pour mesurer mes propos, dans le monde de la défense, ce qu'on appelle la BITD, donc la base industrielle et technologique de défense, l'exercice a été fait, la DGA est allée assez loin dans les chaînes de sous-traitants, parce qu'il faut comprendre comment s'organisent les chaînes de sous-traitants. Mais ce n'est pas vrai dans le civil, essentiellement le civil. Donc voilà en gros les menaces. Alors bon, tout le monde n'est pas touché. Si vous êtes patron d'un supermarché, je ne sais pas, vous n'avez pas beaucoup de secrets technologiques. Mais à l'inverse, c'est vraiment le message que j'essaie de faire passer, dès que vous avez un peu de technologie, et quelquefois c'est un tout petit bout de technologie, parce que vous êtes sous-traitant, vous fabriquez un tout petit bout d'Airbus ou un tout petit bout du Rafale, vous êtes concerné. Et c'est ça qu'il faut essayer de passer. Je profite de l'occasion qui m'est donnée, mais je l'ai fait aussi dans un certain nombre de démarches dans les territoires. Mais juste Thibault, avant d'avoir votre retour, ce qui est important aussi dans vos propos, c'est qu'on sent bien qu'il n'y a pas un côté alarmiste, angoissant, comme ça peut être le cas en ce moment dans tout ce que l'on entend, ce que l'on voit. En revanche, c'est plutôt de bien cibler. Là, voilà, vous avez pu nous préciser ces 5 points-là. Thibault, d'abord, parole aussi à l'avocat, parce que tout à l'heure, il citait le fait que les avocats faisaient partie de ces cibles potentielles. Mais l'une des choses que nous apprécions, Jérôme, dans cette émission, c'est que nos invités nous disent les choses telles qu'elles sont. Ouais. Et pour tout vous dire, si Geoffroy ne l'avait pas dit, moi je l'aurais dit. C'est une évidence, et je suis sidéré régulièrement comme avocat quand je rencontre des confrères ou quand je rencontre des gens dans les dossiers, dans des affaires qui impliquent des intérêts de souveraineté nationale, de voir des entreprises choisir des cabinets, notamment américains, et qui ne se rendent pas compte que le simple fait de leur confier de la donnée fait que, du fait du Patriot Act, ces données peuvent se retrouver indépendamment de la volonté de ces entreprises. Non, mais on met pas en question les individus. C'est ça que j'ajoute. Parce que c'est important de savoir que dans ces cas-là, le prestataire de service, donc en l'occurrence l'avocat ou l'expert comptable français mais exerçant dans un cabinet américain, n'aura pas le choix. Parce que dans les discussions, parfois, il y a des gens qui disent « oui, mais il y a la déontologie ». La déontologie des avocats parisiens ou des experts comptables français. Mais cette déontologie, elle est inopposable. C'est-à-dire que l'avocat français qui travaille dans un cabinet à Paris, mais qui est la filiale d'un cabinet américain, ne pourra pas s'opposer, très juste, du fait du Patriot Act, à ce que les données que ses clients lui ont confiées soient, le cas échéant, aspirées par une agence de sécurité américaine. C'est l'extraterritorialité du droit américain. Et ça c'est très important, parce que ce n'est pas les avocats qui sont mis en cause. C'est le lien de souveraineté entre leur cabinet et les États-Unis. Ça, juste pour que ce soit bien clair, ce que vous êtes en train d'exprimer, messieurs, là, c'est que là, légalement, on ne peut rien faire. Rien. Si ce n'est ne pas choisir, au départ, cette société. Déontologiquement, je vous laisse la conclusion, mais je suis d'accord avec elle. Par rapport à ce que vous dites là depuis tout à l'heure, tous les deux messieurs, j'ai quand même le sentiment comme ça que la géopolitique, elle s'est installée dans les conseils d'administration. Est-ce que les entreprises françaises, que ce rapport que vous avez fait, est-ce qu'elles en ont conscience ? Moi, j'ai rencontré, dans le cadre d'un rapport, pratiquement 50% des présidents des boîtes du CAC 40, enfin présidents ou directeurs généraux. D'ailleurs, petite anecdote, moi je les recevais dans une annexe de l'Élysée avec du mauvais café administratif, donc ils sont venus perdre 2 heures de leur temps sur ce sujet. Je pense qu'il y a 5-6 ans, ils ont envoyé un N- quelque chose. Ça veut dire que quand vous avez le président de Total qui passe 2h30 à discuter du sujet, ça veut dire qu'il y a vraiment une préoccupation qui monte. Et ils ont tous été victimes, à un moment ou à un autre, de manœuvres. Danone, encore dernièrement, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire, aux États-Unis, qui essaie de racheter une boîte aux États-Unis, où les proches de Trump ont commencé à mettre des rumeurs, etc. Donc, des fake news. Ces sujets-là vraiment concernent tout le monde. Oui, je pense que
Alors, c'est difficile d'affirmer ça avec certitude, mais une partie importante des entreprises et des dirigeants d'entreprises, en fait, est sortie d'une forme de naïveté. Après, tout le monde n'est pas équipé pareil. Quand vous êtes dans un secteur très sensible sur le plan géopolitique, l'énergie, les télécoms, l'aviation, vous avez déjà pris un certain nombre de mesures. Il y a une équipe sûreté, sécurité. Enfin, c'est quand même pas, on part pas de zéro. Mais quand vous êtes plus petit, quand vous êtes un sous-traitant, quand vous êtes moins équipé, d'abord ça coûte cher. Forcément, c'est pas tout à fait le même niveau, même si la prise de conscience est là, le niveau de précaution prise, le niveau d'organisation prise n'est pas le même. J'ai oublié tout à l'heure, pardon, je reviens en arrière, parce que dans les menaces, j'ai oublié ce qu'on appelle, alors en bon français, le lawfare, mais qui était évoqué un peu par Thibault, c'est-à-dire le droit, l'utilisation abusive du droit. Alors, on se souvient tous de l'affaire Alstom, Frédéric Pierucci, ou de l'amende BNP Paribas. Il y a une affaire plus récente qui est très intéressante à partager, et là aussi, tout ce que je vous dis, évidemment, public, je ne risquerai pas de le faire, qui est ce qu'ont fait les douanes chinoises sur les entreprises de cosmétiques européennes, pas spécialement françaises. Ça a commencé par une demande sur la formulation. Donnez-nous la formulation pour des questions de sécurité consommateur. C'est l'AFD aussi. Formulation, c'est comment... je sais pas quoi, 3 grammes de machin, 2 grammes de machin. Pour le produit. Donc, et ce que fait beaucoup de pays. Donc ils envoient la formulation. Deuxième demande, quelques mois après, donnez-nous le procédé de fabrication. Non. Là, les entreprises envoient un truc assez light qui ne permet pas. Et donc, effectivement, le retour, c'est d'ailleurs presque amusant, c'est on a essayé, ça ne marche pas. Donc, on va venir visiter vos usines. Et en fait, ce qui s'est passé là, c'est qu'il y a une loi qui a été votée en 2021 qui s'appelle la loi de blocage, que connaissent bien d'ailleurs le monde des avocats, qui est en fait un principe qui dit si mon gouvernement m'interdit, donc en l'occurrence le gouvernement français m'interdit de communiquer ces informations, je peux faire opposition, si j'ose dire, et entre deux injonctions contradictoires en quelque sorte, l'État chinois qui me dit donnez-moi les informations et l'État français qui ne les donnait pas, en tant qu'entreprise française, je m'abrite en quelque sorte derrière cette loi de blocage. Donc là, en l'occurrence, Bercy a fait son travail, mais ça montre que l'utilisation du droit et de procédures légales. Autre exemple, il y avait un article dans Les Échos la semaine dernière, on a vu une recrudescence aux aéroports américains, enfin essentiellement à New York. Ah oui, j'ai vu vous l'avez vu l'article ? Je l'ai lu là, oui, tout à fait. Alors, c'est pas forcément des Français qui sont ciblés, mais enfin, c'est quand même des cadres d'entreprises qui sont arrêtés, fouillés, gardés 6-8 heures il y a une forme de mise sous pression aussi pour voir de mise sous pression, et puis on confisque provisoirement téléphone portable et PC, et on peut imaginer que tout ça est effectivement largement siphonné. Donc tout ça est légal, arrêter quelqu'un à la douane, et ça fait partie de voilà. Oui. Donc on est quand même dans un monde où, à la fois de manière exorbitante du droit commun, ou en utilisant le droit, la pression est montée, et donc la géopolitique, pour une question, est effectivement retournée en force dans les conseils. Je veux rebondir d'un mot, parce que ce que vient de dire Geoffroy est vraiment super important. Beaucoup de gens pensent que le droit, donc la norme, c'est neutre. Mais jamais de la vie. Dans tout, quel que soit le domaine dont on parle. C'est pas le sujet du soir, mais en procédure pénale, le droit n'est pas neutre. Donc le droit est un outil, évidemment dans un cadre général qui correspond à nos grandes valeurs démocratiques, évidemment, mais une fois qu'on reste dans ce cadre général, le droit, c'est un instrument à utiliser intelligemment. Et les gouvernements, en général, quand ils disent qu'il y a des sujets sur lesquels on ne peut rien faire, etc., c'est pas vrai. Il y a toujours une manière habile d'utiliser le droit. Premier point. Et puis l'autre chose que vous avez, qui est la conséquence de ce que vous avez évoqué, en faisant la dissociation entre ces grandes entreprises qui sont habituées par la nature de leur activité à être sensibilisées à ces questions, et puis la masse de nos acteurs économiques, qui sont la chair et le sang de l'économie française, je pense que la vraie plus-value d'un rapport comme celui que Geoffroy a effectué donc à la demande du président de la République, et peut-être d'une émission comme celle qu'on fait ce soir, c'est de développer au sein des entreprises dont ça n'est pas la culture de base, cette attention sur la vulnérabilité. Parce qu'il y a beaucoup une question de culture d'entreprise. Comme vous l'avez dit, dans les grands groupes industriels, les grandes sociétés de la BITD, les avionneurs, etc., ces choses-là sont acquises à tous les niveaux de l'échelle des gens qui travaillent dans l'entreprise, ou en tout cas devraient l'être. Mais devraient l'être. Sont
Plutôt acquises. Plutôt acquises. Il reste encore des vulnérabilités. Bien sûr, mais pour les PME, les TPE, qui souvent sont des sous-traitants, les vulnérabilités, en fait, viennent de là. Et dans un monde où la norme s'efface de plus en plus, malheureusement, face à la force, puisque depuis quelques années, c'est quand même un monde nouveau qu'on est en train de découvrir, et je ne suis pas sûr que ça s'améliore dans les années qui viennent, il y a vraiment... Il y a vraiment une révolution culturelle, puisque la Chine est un des acteurs de ce dont on parle, une révolution culturelle à faire pour sensibiliser les gens. Et quand on commence, moi, dans mon cabinet d'avocat, on a toujours fait très attention pour des raisons évidentes, et quand je prends un jeune collaborateur, souvent, moi, il me regarde en disant il exagère un peu, non, il est un peu parano. Mais en fait, il faut être parano. Parce qu'on est dans un monde où la manière d'attaquer est également de plus en plus facile. Donc tout ça fait qu'il faut faire changer la culture, et il faut faire changer la culture de l'ensemble, je pense, du monde économique. Ce qui me revient, et après là, on va passer tout de suite à la suite, mais tout à l'heure vous avez dit, Geoffroy Roux de Bézieux, parmi les entreprises que vous avez pu rencontrer, discuter avec, à un moment donné, je coupe Teams, etc. Moi, effectivement, c'est quelque chose. Et ici, chez Agora Manager Group, il y a plus de 50 collaborateurs. Et souvent, c'est vrai que les dirigeants, les deux cofondateurs, essayent d'avoir cette zone de sécurité. Quand on dit ça, ça veut dire aussi que Teams ou autre, d'ailleurs Zoom ou n'importe quoi, ça veut dire que l'ingérence qui peut venir géopolitiquement parlant de l'extérieur se sert de ça de manière volontaire. Tous les outils numériques sont... Il y a des outils souverains, mais ils sont aussi hackables, si j'ose dire, du moins pénétrables. Mais ils sont plus difficiles à pénétrer. Mais les outils, les grands outils des GAFAM, il faut partir du principe que ce qu'on dit sur une boucle WhatsApp ou sur une conférence Teams, s'il y a une information réellement confidentielle, elle peut fuiter. Simplement, je vais prendre le problème dans l'autre sens. Dans 99% des entreprises, le pourcentage d'informations réellement confidentielles est moins de 1%. C'est ça qu'il faut voir aussi. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut trouver comme équilibre. Parce que mais est-ce qu'une information des 99% peut devenir confidentielle ? Enfin, c'est très difficile de répondre en générique, mais un sous-traitant du monde de l'aviation, par exemple, ses vrais secrets de fabrication, vous voyez, c'est un tout petit morceau. Mais c'est ce morceau-là qu'il faut... En fait, ce que je dis aux PME que je rencontre, aux ETI que je rencontre, c'est la première chose à faire, c'est de cartographier, vos données et vos informations et qui y a accès. Voilà. Cartographier des risques. Enfin, des risques, mais surtout des données, et qu'est-ce qui est vraiment propriétaire, qu'est-ce qui ne doit pas aller à l'extérieur. Voilà. C'est à partir de là que vous pouvez doser les outils. Donc, dans la plupart des réunions, avoir Teams n'est pas un sujet. Dans la plupart des échanges, avoir une boucle WhatsApp n'est pas un sujet. Sauf que quand on a une boucle WhatsApp Comex, j'ai un exemple en tête d'une très grande entreprise qui au départ était là pour dire, je sais pas quoi, j'arrive en retard ou machin, ou donner des informations qui sont à vocation, enfin en tout cas qui n'ont pas de problème à être rendues publiques, mais qu'à un moment, parce que c'est plus facile à utiliser, plus simple, plus rapide, plus agréable d'ailleurs, on commence à mettre d'autres informations assez vite. Voilà, c'est ça. Alors vous avez des outils souverains qui sont encore une fois plus lourds, plus compliqués, parce que si on prend, je sais pas quoi, Olvid, pour prendre un exemple de messagerie souveraine, il faut avoir un code et machin, etc. Mais au moins, on met une barrière supplémentaire. Et c'est une culture, vous avez raison, culture qu'il faut étendre aux dirigeants et aux cadres. Bien sûr. Quand vous partez dans un salon à l'étranger, etc., etc., etc. Mais je suis sûr que d'ailleurs que celles et ceux qui sont en train de nous regarder sont en train de réfléchir à ça. Thibaut, je vous sens pensif là sur ça. Est-ce que ça vous fait... Non, mais parce que ce que j'ajoute, moi, il y a un truc tout bête, et peut-être Geoffroy pourra nous compléter ce que je vais dire, parce que je suis sûr que ça va vous appeler des commentaires de votre part. Mais je veux dire quelque chose de très brutal. Il ne faut jamais se connecter au Wi-Fi si on n'est pas au bureau, et même à la maison, il peut y avoir des enjeux. Vous connaissez ce qui est arrivé pendant la Oui, non, je dis juste que les gens se disent que quand on est à l'étranger, à l'aéroport, dans l'avion, dans l'hôtel, on se connecte au Wi-Fi parce que ça fait baisser le coût de la 5G locale. Par contre, c'est toujours marqué normalement. Pour appeler votre femme et vos enfants, il n'y a pas de problème. Oui, mais sauf que par le Wi-Fi, on peut rentrer dans votre téléphone. Donc normalement, c'est marqué. Attention, ces données peuvent être vues ou pourraient être... Là-dessus, il y a une histoire qui est arrivée il y a 3 mois, 4 mois. C'est le chef d'état-major de l'armée de l'air allemande qui était à Singapour, dans sa chambre d'hôtel, et qui s'est fait... Parce qu'il assistait à un air show, enfin l'équivalent du salon Bourget pour l'Asie, et qui s'est fait donc hacker par les Russes
en discutant avec le reste des chefs d'état-major, de savoir si on disait la vérité ou pas à Olaf Scholz sur l'utilisation des batteries antimissiles en Ukraine. Enfin, on n'était pas sur des sujets triviaux. Et tout ça a été piraté, fuité. Et on parle du... Vous voyez, ça montre quand même que même des gens qui sont normalement sensibles, formés, etc., sont parfois d'une naïveté. Mais parce que le principal ennemi de la sécurité, c'est vrai sur le numérique, mais c'est vrai aussi la sécurité physique, c'est la flemme. C'est-à-dire que quand vous rentrez... La flemme et la routine. Quand vous rentrez dans des protocoles qui sont hyper... Moi, je vais dire quelque chose, les gens nous regardent autant qu'ils en aient pour leur argent. C'est qu'il y a des membres du gouvernement français aujourd'hui qui utilisent WhatsApp parce que c'est plus simple. Alors qu'on passe ce temps à leur dire de ne pas le faire, mais ils le font parce que c'est plus simple. Donc voilà, et c'est pas les seuls, ce que je dis du gouvernement français, je pense que c'est vrai de tous les gouvernements. Parce qu'à un moment, la sécurité, c'est contraignant, à tout point de vue. Et simplement, c'est une discipline. Et je pense que quand je parlais tout à l'heure d'acculturation, c'est cette discipline qu'il faut acquérir. Alors quand on a été militaire, quand on a fait des tas de choses, on le comprend, même si c'est sur des sujets nouveaux, mais il y a beaucoup de gens pour qui la discipline, c'est quelque chose de très étranger. Messieurs, depuis tout à l'heure, je vous écoute avec beaucoup d'attention et de passion. Je note une chose, c'est qu'on a parlé de la France, et parce qu'on est sur ce rapport qui vous a été commandé, je le rappelle, par le président de la République, Emmanuel Macron. On a le sentiment qu'on peut y mettre un peu l'Europe, parce que... Mais alors, messieurs, est-ce qu'à un moment donné, on est capable d'agir d'agir de manière coordonnée, donc européenne, face aux menaces que sont maintenant les Russes, les Chinois, les Américains? La réponse aujourd'hui est non. Ça fait partie des choses que j'ai regardées. D'abord, il faut quand même savoir qu'il y a des cercles concentriques de coopération, mais on est en concurrence au sein de l'Europe. Et donc, même si l'essentiel des ingérences, évidemment, est extra-européenne, il peut arriver, je n'élaborerai pas, qu'avec des pays européens, on soit, pour attirer, je ne sais pas, une usine Tesla, par exemple, pour prendre un exemple au hasard, on soit dans une compétition. Et que donc, dans cette compétition, on puisse savoir, et ça marche dans les deux sens, bien sûr, l'envie d'utiliser tous les moyens possibles pour gagner cette bataille-là. Bon. Il y a un vrai problème en Europe, qui n'est pas d'ailleurs celui simplement de la souveraineté, c'est qu'on est 27 à décider et que les intérêts des grands pays et des petits pays en matière de souveraineté est très différente. En gros, moi je l'avais d'ailleurs vu à Business Europe, qui est le MEDEF européen, la souveraineté, ça veut dire quelque chose pour la France, pour l'Italie, pour l'Allemagne maintenant, récemment, pour l'Espagne et un peu la Pologne, mais ça s'arrête là. Quand vous êtes un petit pays, c'est pas du tout, je dis pas ça. Quand vous êtes un petit pays et que Huawei vient vous voir, BYD vient vous voir, constructeur automobile, et vous dit je vais investir chez vous, comme vous n'avez pas de toute façon vocation à avoir une industrie automobile, une industrie télécom, c'est open bar. Vous n'avez aucune condition à mettre. Ce qui vous intéresse, c'est l'investissement. Alors que les plus grands pays ont une vocation un peu différente. Donc on a déjà un premier problème d'agenda. C'est pour ça, par exemple, j'ai cité le cas de Huawei, là c'est public. Huawei est interdit, alors en Grande-Bretagne, en l'occurrence qui n'est plus dans l'Europe, mais est complètement autorisé en Espagne. Et donc, juste de l'autre côté des Pyrénées, vous avez, dans les réseaux télécoms, vous avez des cœurs de réseau. Ce n'est pas juste les antennes qui sont Huawei. Bon. Donc, il y a une première chose. Il y a une deuxième chose qui est plus récente et qui est très inquiétante, c'est toutes les agences de supervision européennes qui, petit à petit, récoltent de plus en plus de données. Par exemple, l'agence de supervision du médicament. Donc, évidemment, pour faire adopter un médicament en Europe, vous envoyez formules, les tests, etc., etc. Or, le niveau de protection, de sécurité, là au sens intégrité des données de ces agences, est très faible. Parce qu'il n'y a pas de service, il n'y a pas de DGSI européenne. Et on n'a pas évolué depuis Covid par rapport à ça ? On n'a pas évolué parce qu'il n'y a pas, dans les traités, il n'y a pas de rôle de protection. Et puis il y a un dernier sujet qui est de nature un peu différente, mais la coopération est faible sur ces sujets-là. En matière d'antiterrorisme, Thibault de Montbrial est beaucoup plus compétent que moi là-dedans, vous avez un club de Bâle où on partage beaucoup de choses, y compris parfois avec des pays sur lesquels on peut être en conflit. Parce qu'à un moment, quelqu'un qui veut poser une bombe, si vous avez l'information qu'il va poser une bombe, y compris dans des pays avec lesquels on est en conflit, on va partager l'information. Sur le monde économique, si vous avez
stagiaire, un chercheur d'un pays européen extra-européen qui cherche à rentrer dans des centres de recherche, on ne passe pas l'information de la même manière. Donc on a un vrai sujet de coopération européenne. Et sur la souveraineté, là, si je prends plutôt l'aspect politique et industriel, mais je crois que vous l'avez traité à plusieurs reprises, on sait bien qu'on est très très loin d'avoir une vision. Malheureusement, c'est pas tout à fait mon sujet, mais c'est un sujet. D'ailleurs, le sujet des approvisionnements que j'évoquais tout à l'heure, il devrait être traité au niveau européen, en réalité. Si on a un problème de titane ou un problème de semi-conducteur, c'est au niveau européen. Ça fait écho par rapport à... Alors, il a raison, Geoffroy Roux de Bézieux, quand il dit que là, il y a un moment donné, vous, c'est aussi un secteur sur lequel vous travaillez beaucoup et vous avez force et conviction par rapport à ça. Cette souveraineté, puisque là, on parle de souveraineté économique, sécurité financière, et depuis tout à l'heure, vous évoquez la problématique que l'on a pour la France, mais donc ce manque de collaboration européenne, c'est de souveraineté, en fait. Mais complètement, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que moi je suis un peu revenu, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, j'étais un très fervent pro-européen, j'ai voté pour Maastricht en 92, pour 2005, et aujourd'hui je suis beaucoup plus sensible rétrospectivement aux arguments de ceux qui, comme Philippe Séguin, avaient les plus grandes réserves sur les questions mais de souveraineté régalienne, qui ne sont pas le sujet de ce soir. Mais par contre, là ce dont on parle, et ce que vient de dire Geoffroy, c'est de l'économie. C'est-à-dire qu'on est au cœur de ce qui a été initialement construit, c'est-à-dire un marché commun, et qui s'est évidemment développé. Et donc, on est dans le champ de compétences naturelles de l'Union européenne. Et je regrette, effectivement, qu'il n'y ait pas une harmonisation dans un domaine qui est autrement stratégique que l'harmonisation de la longueur des manches de balai. Je ne sais pas si ça existe comme tel quel, mais en tout cas, l'équivalent doit exister. En tout cas, vous comprenez l'idée. On est là au cœur de problématiques qui sont au croisement de la souveraineté et de l'économie, mais qui me semblent pour le coup de plein droit dans la compétence des pays de l'Union européenne. Et je pense qu'évidemment, sur la sécurisation des approvisionnements, et c'est un point clé que Geoffroy a développé tout à l'heure, et vraiment un point clé, évidemment, ça doit être traité au niveau européen. C'est passionnant, bien évidemment. J'imagine que ce rapport a été aussi passionnant à faire et réaliser. Si on arrive maintenant sur un peu la conclusion, les solutions, les recommandations, d'abord, sans rentrer véritablement dans les détails, mais est-ce que vous pouvez, lorsque vous avez présenté ce rapport, il y a eu une forme de stupéfaction de la part de l'auditoire, une forme de oui, c'est ce qu'on pensait, ou alors, plus précisément, c'était « Ah, on en est quand même là ». J'essaie de réfléchir à la manière de vous répondre sans trahir trop de secrets. Non. C'est un peu mon rôle, il faut bien... Non, mais bien sûr, bien sûr. Non, il y a deux manières de voir les choses, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Ce que je peux vous dire, c'est que même s'il n'y a pas de benchmark en la matière, dans le monde démocratique, si j'exclus Israël... et les États-Unis, la France n'a pas à rougir de la manière dont elle se défend et elle attaque. Pourquoi ? Parce que c'est une tradition historique, j'allais dire un peu gaulienne. La souveraineté a toujours été quand même, quel que soit le gouvernement, un petit peu plus dans l'ADN que chez les Allemands, par exemple. Et, je sais qu'il est très critiqué en ce moment, mais le président Macron avait mis au service un objectif économique assez tôt. Donc, on n'est pas, si vous voulez, au niveau zéro. Bon, mais ce qu'il y a, c'est toujours l'épée et le bouclier. C'est que le niveau de menace augmente à une vitesse absolument exponentielle. Donc, dans les recommandations, d'abord, il y a tout ce qui est tourné vers les entreprises. C'est un peu ce que je viens de faire. C'est cartographier vos risques. Quand vous êtes dans un sujet extrêmement confidentiel, n'utilisez pas les outils de tout le monde. Méfiez-vous d'un certain nombre voilà, quand vous avez un doute, en fait, en sa matière, le doute ne doit pas profiter à l'accusé, si j'ose dire. Pardon, mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez un fonds d'investissement qui vous paraît curieux, il faut s'adresser au service de l'État pour faire vérifier. Si vous avez un candidat qui a un CV un peu bizarre, qui a un si machin, vous voyez, c'est un peu ces réflexes-là qu'on essaie de faire. Donc, à la demande du président, moi j'ai fait une tournée, enfin c'est pas Johnny, mais une tournée dans les préfectures où justement on a convoqué, enfin invité plutôt, mais on peut convoquer des patrons de PME, de TI industriels
qui eux n'étaient pas dans ce cercle. cette démarche-là, Plus largement. Donc ça, c'est plutôt vers les entreprises. Au niveau des services d'État, il y a un certain nombre de recommandations autour des services de renseignement que je ne peux pas évoquer ici, pour, disons, plus d'efficacité. Il y a un point qui est assez marquant quand on regarde comment le monde anglo-saxon est organisé, États-Unis et Royaume-Uni, c'est qu'il y a beaucoup plus de passerelles entre le monde des entreprises et l'État en général, mais le monde des services de renseignement. Pour prendre un exemple, c'est public, hein, donc je peux le dire, tous les anciens patrons de la CIA des 30 dernières années, de la NSA, les NSA c'est les écoutes, sont tous administrateurs de boîtes cotées à Wall Street. En France, jusqu'à quelques mois, il n'y en avait pas. Donc, en France, on a une tradition de l'État, c'est le régalien, c'est l'intérêt général, le privé, c'est l'argent, et chacun fait son lit dans la rivière. Comme ça. Et effectivement, il y a parfois des oppositions. Quand j'étais au MEDEF, j'ai eu l'occasion de défendre le beefsteak. Mais là, on est sur des sujets sur lesquels c'est l'intérêt national. Entre guillemets, c'est l'équipe de France. Quand on va chercher un grand contrat pour tel ou tel armement, quand on va... récemment en Inde, par exemple, pour on les a avions. perdu, j'avais vu au Canada, etc. Bon, ce genre de sujet-là, il faut vraiment qu'on arrive à travailler beaucoup plus en équipe. Et donc, sans entrer en trop de détails, organiser un maximum de passerelles et de liens entre ces deux mondes fait partie des recommandations. Travail de sensibilisation, je l'ai dit, utilisation des outils numériques raisonnés. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire il ne faut pas prendre Teams et WhatsApp, ça n'a aucun sens. C'est des outils extrêmement performants. Mais il faut faire attention. L'intelligence artificielle, juste en 2 minutes, quand vous interrogez ChatGPT, vous nourrissez ChatGPT. Bien sûr. Bon. Donc, vous la nourrissez, enfin vous le nourrissez, le modèle, vous ne savez pas comment, ou l'intelligence artificielle, d'informations. Tant que c'est, je ne sais pas quoi, je voudrais savoir quelle est la météo de demain, c'est pas très grave. La recette des bonnes carbonara, par exemple. Voilà, ça n'est pas très grave. Mais quand c'est le cas de 40% des salariés du privé, vous utilisez au bureau ChatGPT pour gagner du temps sur les contrats, les machins, etc. Voilà. Donc, effectivement, avoir une intelligence artificielle souveraine, ce qui est le cas, je vais le citer, parce que quand même, il y a eu en plus une nouvelle hier de Mistral avec un investisseur qui est européen. Ça fait partie des choses auxquelles il faut regarder. Encore une fois, c'est cette idée de... Il ne faut pas être parano. J'ai dit, bon, je peux le citer, j'ai dit, quand j'ai remis mon rapport, j'ai dit, je viens réveiller les naïfs et conforter les paranos. Bon, mais il faut trouver cet équilibre. Et l'équilibre est important parce que on est aussi en recherche d'investisseurs étrangers. On est aussi dans une économie ouverte, on est une puissance moyenne. On ne peut pas vivre fermé. Donc il faut trouver l'équilibre entre le Choose France, on fait venir des gens, des Chinois qui investissent, et le Protect France. Je vois que vous avez bien préparé l'interview, qui est peut-être plus discret, qui est peut-être plus en dessous des radars, qu'on assume. Hein, le gouvernement français assume le fait de protéger ses entreprises. Il n'y a pas... Et donc, voilà, après, dans les recommandations détaillées, je fais Joker. J'entends bien. Joker, il nous reste 2 minutes, mais Thibault, on a besoin d'un point de vue. On a eu l'introduction, on a eu cet échange. Magnifique, merci. Qui a été vraiment enrichissant. Avec des exemples. Et on a besoin d'une conclusion. Alors c'est un exercice... il faut une conclusion paranoïaque sur un sujet comme ça. Il l'a dit tout à l'heure. Geoffroy vient de dire le mot. Ce qu'il faut, c'est sortir de la candeur, de la naïveté. Je ne vais pas répéter ce qu'on a déjà beaucoup dit, et je voudrais ouvrir sur un sujet qui est un sujet beaucoup plus actuel et qui, pour le coup, est encore très éloigné de l'état d'esprit de beaucoup de nos concitoyens, en particulier dans le monde économique. C'est l'émergence, dans le cadre des tensions internationales actuelles, de quelque chose qui arrivait très rarement lorsqu'il y avait des excités, notamment d'extrême gauche, mais qui aujourd'hui a pris une ampleur bien plus inquiétante. C'est le sabotage en dur, le sabotage physique. On revient à des temps qu'on n'a pas tellement connus depuis la Deuxième Guerre mondiale et éventuellement un peu la guerre d'Algérie, où il y a des sabotages en dur. J'ai déjeuné en début de semaine avec l'attaché militaire d'un pays d'Europe de l'Est qui me dit qu'il estimait que sur leur territoire, il y avait eu plus d'une centaine de sabotages en dur en 2024. Je sais que les Allemands, je ne devrais pas le savoir, mais je le sais, je l'écris dans mon prochain livre, donc je vous le révèle, que les Allemands ont eu plus d'une centaine de sabotages en dur en Allemagne en 2024, dont 5 sur des navires de guerre dans leur port d'attache en Allemagne, ce qui est quand même un niveau élevé. Et il y a régulièrement en France aujourd'hui
des câbles Internet qui sont coupés, des antennes de téléphonie qui sont attaquées, etc. Il y a un vrai sujet sur notre alimentation en énergie et en eau potable, avec une inquiétude sur, cette fois-ci, pas simplement des attaques qui viendraient par des cyberattaques paralyser le système, ce qui est déjà un sujet de préoccupation, mais qui est bien pris en compte, parce qu'avec l'ANSSI, on a quand même un des niveaux de protection mondiaux qui est parmi les plus élevés. Mais cette fois-ci, avec le bon vieux gars qui vient avec sa pince ou avec les couteaux et qui attaque en dur. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est-à-dire que moi, je parle de ça depuis quelques semaines, les gens me regardent avec des yeux ronds, mais c'est un sujet de préoccupation. Mais pour les Jeux Olympiques, hein, souvenez-vous. Oui. Le premier jour des Jeux Olympiques. Premier jour des Jeux Olympiques, dans la même demi-heure, toutes les lignes TGV attaquées. Il y en a une où le transformateur n'a pas pété, mais toutes les autres, ça a sauté. On n'a jamais vraiment su, en tout cas officiellement, qui était derrière ça. On peut avoir des doutes. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va dans un monde où, sur le terrain aussi, on peut se retrouver face à des actions de cette nature. Et c'est évidemment particulièrement vrai. C'est pas l'entreprise de base qui fabrique des biens de consommation courante. C'est évidemment, au premier lieu, nos points d'importance vitaux et les entreprises stratégiques de la BITD. Mais la conclusion, c'est qu'on est dans un monde qui se dérégule, un monde où la force prime de plus en plus, où les menaces intérieures et extérieures sont imbriquées et où ça va être de plus en plus difficile de faire la différence. Et chaque citoyen, quel que soit son niveau, et chaque salarié, chaque cadre, évidemment, chaque dirigeant d'entreprise, a un rôle juste de vigilance. Je pense que le temps de l'insouciance est terminé. Cette émission aussi est terminée. C'était Point de vue en partenariat avec le CRSI, le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, qui fête ses 10 ans, encore une fois, un bel anniversaire. On était avec son président, Thibault de Montbrial. C'était avec Agora Manager Group et un de ses nombreux médias, Anews Sécurité. Vous pouvez d'ailleurs aller voir. Et j'ai juste une question. Est-ce que l'année prochaine, quand ce sera la 11e anniversaire du CRSI, vous allez nous le fêter toute l'année comme ça? Oui. Eh bien, c'est génial. Tout simplement parce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur Roux de Bézieux, et vous-même, monsieur de Montbrial, qu'il y avait deux choses, la flemme et la routine. Eh bien, c'était les pires ennemis. Eh bien, moi, j'aurais jamais la flemme de vous souhaiter un bon anniversaire, et la routine non plus, mais je le ferai certainement différemment. En tous les cas, oui, très bon anniversaire. Vous dire aussi que ça, c'est ce qu'on avait pu retenir, mais tellement une chose, que vous retrouverez tout ça donc sur Anews Sécurité, www.anews-sécurité.fr. La flemme et la routine, si je pouvais résumer, mais c'est impossible, l'ensemble de tous vos propos, je dirais, messieurs, en gros, que quand vous avez un doute, le temps et la réflexion sont des alliés et pas des ennemis. Bonne soirée.